tribunaux de commerce, c'est quoi? Alors ce soir, je vais vous présenter mon invité de ce soir qui s'appelle Joël Rapin. Monsieur Joël Rapin, que je connais depuis déjà quelque temps, et on va dans cette émission bien entendu se tutoyer parce que se connaît depuis déjà pas mal de mois. Alors, Joël, est-ce qu'en quelques minutes tu peux te présenter déjà? Oui, bonsoir Christophe et à toute l'équipe TV ADP. Je fais un coucou aux gens de Forbach en Moselle. Je suis un peu ému parce que c'est une affaire qui a été oui, en grande souffrance pour moi. Alors, je vous remercie de m'avoir invité, de m'accueillir. Alors, j'ai commencé ma vie professionnelle, c'est-à-dire que j'étais apprenti. Ensuite, je suis parti de la Marine nationale. À mon retour, j'ai créé les ambulances taxis à Bern et Forbach en Moselle. Suite à ça, j'ai racheté des ambulances forbachoises à Forbach en Moselle. Et après, en 1996, j'ai racheté les parts d'un associé d'un monsieur qui était monsieur Jean-Claude Auer, un promoteur de la région de Sarreguemines. J'ai donc acheté 49% de ses parts, qui lui, entre-temps, il a eu un accident, il est donc décédé. C'était mon bouclier, il me soutenait, parce que j'avais quand même des gens costauds en face de moi. Je préfère le dire sincèrement et parler avec vous en transparence. Alors attends, là ce qu'il faudra que tu fasses, c'est que tu nous dises quel est le type d'activité que tu as créé quand tu as pris les 49%, parce qu'il faut que les gens connaissent en fait. Bien sûr, alors je vais m'expliquer là-dessus. C'est-à-dire qu'il y avait M. Auer Jean-Claude qui avait cette affaire avec mon associé, mon ex-associé, n'est-ce pas? Et M. Auer, bon, c'était pas trop son métier, il était très pris dans des affaires immobilières et autres. Donc, il m'a proposé, si j'étais intéressé à prendre ses parts, comme j'ai toujours aimé un peu les milieux musicaux, Festival de Cannes, tout ce milieu-là, j'étais intéressé, j'ai racheté ses parts, donc 49%. Donc, je suis devenu en même temps le gérant et mon ex-associé qui, lui, avait les 50% qui est de Sarreguemines. D'accord. Bon, alors maintenant, tu as tout dit, sauf que tu nous as pas dit ce que c'était comme activité. Donc, ah ben voilà, ben je vais te le dire, Christophe, c'est une activité discothèque, la discothèque de plus de 25 ans à Forbach, le rétro, discothèque le rétro, qui est sur la zone piétonne à Forbach, qui est connue dans notre région, Saint-Avold, Sarreguemines, Merlebach. D'accord. Donc là, tu as ça, donc tu as dit c'était en 1996, c'est ça que tu as dit? En 1993, oui, Christophe. C'est le début de ton activité de discothèque sur Forbach. On est d'accord? Absolument. Donc, tout se passe bien, à peu près bien, jusqu'à quel moment tout se passe bien? De 1996 jusqu'à quand exactement tout se passe à peu près bien? Alors, c'est-à-dire qu'en 2008, bon, de 96 à 2008, ça s'est très bien passé avec moi et mon ancien associé. On faisait une bonne équipe, il n'y avait aucun souci de ce côté-là. Et en 2008, mon associé a désiré vendre ses parts. D'accord. Bon, moi, je voulais pas un autre associé parce que je voulais avoir des gens compétents dans ce métier-là. C'est pas évident, il faut être professionnel quand même. Il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. D'accord. Donc, jusqu'en 2008. Donc, en 2008, mon ex-associé veut vendre ses parts. Et je les rachète. Alors, tu rachètes ses parts, d'accord? Je rachète ses parts, oui. D'accord. Donc, et donc, tu deviens le propriétaire de la société qui exploite la discothèque à 100%. C'est ça. C'est ça. Donc, tu n'as plus personne qui t'embête. Tu es le patron du patron dans ta boîte. Oui, donc, Christophe, mais tu sais, pour te dire quand même qu'avec mon ex-associé, nous n'avons jamais eu de soucis. Hein. On n'a jamais eu de soucis.
tout était cadré, quoi. Donc, au moment où tu rachètes, je crois savoir, pour l'instant, si, parce on va argumenter avec certaines choses, mais je crois qu'au moment où tu as racheté ces 50% de parts, dont on donnera le montant un peu plus tard dans l'émission, parce qu'il y aura un lien avec tout ce qui se passe. Par contre, là, ce qu'on peut dire, c'est qu'au moment où tu as repris les 50% de parts, tu te retrouves dans l'obligation de faire des investissements pour restaurer l'outil, pour l'améliorer, pour le remettre à jour. Est-ce que là, tu peux donner un détail? Oui, alors Christophe, pourquoi j'ai dû réinjecter de l'argent? Parce que c'est une discothèque, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a très bien fonctionné, mais elle était en usure avancée. D'accord. Pressée comme un citron, si tu veux. Il fallait quand même la rénover. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai encore amené en compte courant d'associé 150 000 euros pour redonner une belle image, une discothèque rétro, plus de 25 ans. C'était pas un boui-boui. C'était un établissement que je tenais quand même bien et au mieux possible. C'est vrai que j'étais seul, c'est pas évident. Alors, voilà, j'ai mis 150 000 euros de travaux. Bon, on est d'accord. Donc là, tu rachètes, tu as pris les 50%, tu as racheté les 50% de parts de ton associé et tu investis grosso modo un peu plus de 150 000 euros pour restaurer tout l'outil. D'accord? Mais oui, oui. Mais il arrive dans la continuité du rachat des 50 parts, il t'arrive quelque chose de très particulier l'année suivante, si je ne m'abuse. Est-ce que tu peux, c'est bien ça, c'est l'année suivante, hein, c'est ça? En 2009, oui, j'ai eu un gros souci. Est-ce que tu peux raconter exactement ce qui s'est passé en 2009 parce que ça va paramétrer toutes les conséquences de ce qui va suivre derrière. Alors raconte ce qui s'est passé en 2009. Ben, j'ai eu un dimanche soir, j'étais seul chez moi à la maison, puisque j'ai un appartement au-dessus de la discothèque. J'étais seul, puisque je vis seul, c'est comme ça, j'étais seul. Donc, je me suis dit, tiens, il me semble que j'ai oublié d'éteindre la lumière des parties communes. Je suis allé voir. Et en descendant, je sors de mon appartement et on arrive dans les parties communes de cet immeuble. En sortant, j'éteins la lumière. Elle était à peu près un peu loin à droite, quoi. Et j'éteins, je me suis retrouvé dans le noir. Je voulais remonter chez moi à mon appartement. D'un seul coup, il y a une porte, c'est-à-dire qui était les vestiaires, une porte qui s'ouvre, et puis il y a trois personnes qui m'agressent. Déjà, ils me frappent un coup de poing, et puis apparemment, c'était pour que je ne puisse pas réagir. Déjà, ils m'ont mis un pistolet sous la tempe. Apparemment, ils m'ont demandé d'ouvrir le bureau. Déjà, ils m'ont mis un pistolet sous la sonné. Alors, j'ai ouvert le bureau. Ils m'ont demandé d'ouvrir le coffre qui était incorporé dans un mur de la discothèque. Alors, j'ai ouvert le coffre. Je n'avais pas le choix. J'ai ouvert le coffre. Ils m'ont couché par terre. Ils m'ont mis un espèce de chiffon sous la bouche et tout le tralala. Ils m'ont couché par terre. Et puis, ils ont sorti ce qu'il y avait dans le coffre. Ensuite, il y avait un autre coffre du côté droit, du côté armoire, où on avait les cigarettes là-dedans. J'étais tellement un peu secoué, quoi. Je ne me rappelais plus de ce code. Mais comme ce coffre n'était pas incorporé dans un mur, était posé sur l'étagère du meuble coulissant, ben, ils l'ont pris avec eux. Et à un moment donné, je pensais, la porte du bureau restait ouverte, à un moment donné, je pensais qu'ils étaient partis. J'ai crié, j'ai réussi à enlever cette espèce de serviette, je ne sais pas ce qu'ils m'avaient mis là, et ils m'ont ligoté. Et quand j'ai réussi à enlever la serviette, j'ai crié au secours. Et d'un seul coup, il y a un gars qui est encore là, je pense, qui surveillait d'en haut si la zone piétonne, il y avait personne qui passait. En courant, elle est venue, il m'a donné un coup de savate de nouveau. Voilà. Donc, voilà. Donc, en résumé, tu as exposé un peu, tu as vécu ce qu'on appelle une attaque à main armée. Voilà. Donc, maintenant, les conséquences de cette attaque à main armée vont avoir sur toi, on va dire, une perte de lucidité dans l'exploitation de ta propre entreprise. D'accord? Et au fur et à mesure, les quelques mois qui vont suivre vont t'amener vers une perte d'exploitation. J'ai perdu du chiffre d'affaires, oui, voilà. C'est vrai.
Voilà, d'accord. Donc ça veut dire C'est que vrai. et donc c'est toi qui vas au tribunal de commerce, c'est toi qui vas aller demander une forme de redressement judiciaire. Qu'est-ce que tu fais exactement? Quelle est la démarche que tu entreprends exactement? Ah bon, alors, ce qui s'est passé, Christophe, bon, j'ai des soucis de santé parce que j'avais des membres de ma famille qui allaient pas bien. Il y a eu le décès de, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, de monsieur Auer Jean-Claude, qui me soutenait beaucoup. Il y avait une Ouais, confiance à 1000% entre moi et lui, qui connaît le gros gratin de Sarreguemines, qui n'est pas mon cas, puisque moi, je viens quand même d'une famille, d'un fils de mineur. d'accord, d'accord. Non, mais ça c'est J'ai pas honte. Mon père était mineur au HBL. Donc, mais ça va être décédé. Ça m'a donné un autre choc. Après, j'apprends, parce que j'étais très proche avec ma mère, très, très proche, elle faisait tout pour moi. D'ailleurs, mes parents, je tenais à le dire, ils faisaient beaucoup au rétro. Ils venaient tous les vendredis me voir et ils avaient des serviettes pour les verres, les tasses. Ils me donnaient un coup de main amicalement, ce qui aidait moi et mon ex-associé quand même, quand ils faisaient ça. ok. Et là, donc là, Et ma mère tombe malade, très malade. Donc, je me suis occupé d'elle. Là aussi, je n'ai plus été beaucoup sur le terrain, sur le rétro de Forbach. J'ai laissé des gens faire. Je pensais avoir confiance. C'est pas qu'il n'y avait pas de confiance, c'est qu'il fallait une compétence. Ça tenait pas vraiment la route. Mais c'est pas une critique, c'est pas méchant que je dis non, ça non, non. envers eux. Ils ont essayé de faire au mieux. Là, tu es en train de nous mettre les paramètres qui montrent comment la société elle est déstabilisée. D'accord? C'est ça que tu Oui. viens d'expliquer. Donc là, il y a un moment donné, tous ces éléments-là vont déstabiliser ton exploitation. Le fait que tu sois plus tout à fait dans la société, que tu es pris par des obligations, on va dire, familiales. Ça paraît évident qu'on ait Et de besoin santé, de... car excuse-moi, j'étais aussi hospitalisé à cette période-là, en 2000, Bah, quelque suite à temps ton après. attaque à main armée, en fait, suite à ton attaque à main armée. Donc, la finalité, tu te retrouves au tribunal de commerce en quelle année? Combien de temps après? 1 an, 2 ans, 3 ans? Ça a pris combien de temps? Là, j'ai acheté des parts à mon ex-associé, donc en 2008, Oui, et je me retrouve au tribunal en 2012, 3 ans après. 3 ans après, d'accord. Donc 3 ans après, tu vas au tribunal de commerce et tu expliques que tu es en difficulté et que tu essayes d'avoir un plan de redressement. C'est ça où tu demandes une liquidation simplifiée. Non, j'ai demandé une liquidation. J'avais donc un avocat. J'étais d'abord allé voir moi. J'ai demandé de l'aide et un coup de main, vu la situation de mon chiffre de chute de chiffre d'affaires. J'ai demandé d'aide à mon ex-associé. Oui, Bon, il a réfléchi et il a accepté. il Je a suis allé le accepté. voir à la maison. Alors, Oui, je vas-y. déclare sur cette émission, je déclare sur l'honneur tout ce que je vais vous dire à partir de maintenant, je déclare sur l'honneur à tous les gens qui m'écoutent que ce ne sont pas des mensonges et que je peux prouver, démontrer tout ce que je veux dire avec des documents officiels en cas où je pourrais présenter. Alors, je suis allé Surtout, voir mon associé, on s'est donné rendez-vous à Sarreguemines, chez lui à domicile, et il me dit, on est tombé d'accord, il fait une liquidation. Je dis, oh, punaise, faire une liquidation, ça m'embête, j'ai quand même eu beaucoup d'argent. Et je ne devais pas m'inquiéter, il s'arrangerait avec le mandataire judiciaire. ah, Et que je répète, devais prendre rendez-vous, que je devais aller le voir. C'est ce qui a été il fait. devait s'arranger avec le mandataire judiciaire, c'est ça que tu as dit. Non, Il devait, oui, mon associé, mon devait, ex-associé, ton ex-associé, d'accord, devait s'arranger avec le mandataire. de C'est prendre ça? rendez-vous chez le mandataire judiciaire, et lui, il va s'arranger avec le mandataire judiciaire, parce qu'ils se connaissent, hein. D'accord, d'accord. Alors, on continue, Ils se on connaissent. continue. Donc là, donc toi, tu sens que ton ex-associé va te donner un coup de main pour remettre en route l'entreprise. Donc, et toi, dans la continuité, qu'est-ce que tu as comme espérance? Tu lui cèdes la société ou tu lui demandes un partenariat? C'est comment ce qui est argumenté en fait, le lien qu'il y a entre les deux. Alors, ce qui s'est passé, c'est que lui m'a dit, il voulait pas mettre l'argent comme ça, il aurait préféré démarrer à zéro. Donc, Joël fait une liquidation judiciaire amiable. Moi, je m'arrange avec le mandataire, comme ça, on redémarre à zéro. C'est ce qui a été d'accord. fait. J'ai pris un Là, avocat d'ailleurs. alors ça, c'est important. Ça, c'est un maillon qui est important. Donc, comme tu crois ton ex-associé et tu te dis, ben, je vais me mettre
en liquidation et tu sais que c'est lui qui va éventuellement, dans ta tête, qui va reprendre l'entreprise. C'est ça le schéma. Bah, c'est-à-dire qu'on aurait dû démarrer ensemble, Voilà, redémarrer associés, ensemble, salariés, en repartant à zéro. refaisant. Donc voilà. Donc ce qui était bizarre, c'est pourquoi il t'a demandé de faire la liquidation. Mais bon, Je ne sais pas, moi, lui, il avait l'expérience, j'ai écouté, voilà. Par contre, devant le tribunal de commerce à Sarreguemines, Joël, oui. La première des fausses étapes, la première des magouilles du repreneur, elle se situe à ce moment-là, au moment où il te demande de faire une liquidation pour reprendre la société. Mais on va poursuivre parce que ce que je viens de te dire là, ça va avoir de l'importance par rapport aux faits que moi je connais, d'accord, et qui vont s'enchaîner. Donc, il te demande de te mettre en liquidation, tu acceptes de te mettre en liquidation et lui, il accepte avec le mandataire d'être ton repreneur. C'est ça? D'être, mais d'être ton repreneur associé avec toi-même. Associé avec toi-même. Oui, c'était prévu comme ça, bien sûr. Donc, sinon, je ne peux pas aller le voir, hein, j'aurais fait une liquidation. Pourtant, j'avais d'autres gens qui étaient intéressés à reprendre. Hein. Mais je voulais démarrer avec lui parce que c'est un monsieur du métier. Il a quand même 3 discothèques à Genève, Luxembourg et Strasbourg. Où ça, tu peux donner les noms? Vas-y, redonne les villes. Il y a un rétro à Strasbourg. Oui, à Strasbourg. À Genève et au Luxembourg. Et au Luxembourg. Donc, c'est un monsieur qui est spécialisé dans les discothèques. Alors, je te rappelle. Il a grandi là-dedans. Oui. Il a grandi là-dedans. Il connaît son boulot. Ça, alors, clair, moi, je me méfie des outils comme ça parce que pour certaines zones et dans certains endroits, certaines discothèques servent beaucoup à blanchir de l'argent. Je te le dis tout de suite, hein, ça existe, hein, n'oublie pas. C'est étonnant qu'il en ait déjà 3, lui. Hein. Alors, donc, avec toi, ça faisait la 4e, c'est ça? Mais il en avait déjà 4 quand il était associé avec toi. Quand il était associé avec toi, est-ce qu'il avait déjà les 3 Christophe, quand j'étais au tribunal, Christophe, ouais. quelque chose qu'il faut quand même aussi savoir, parce que j'avais un avocat aussi pour ça, j'ai quand même fait les choses dans les règles de l'art. Le mandataire était présent et il m'a encore dit, tu diras bien devant le tribunal comme quoi tu es venu me voir, que tu es venu prendre conseil et tu citeras mon nom. On rentre dans le tribunal, dans la chambre de commerce. La présidente du tribunal me dit, mais monsieur Rapin, je comprends pas. Vous voulez faire une liquidation, vous avez mis 150 000 euros de compte courant. D'habitude, les gens prennent de l'argent, vous en avez mis. Et là, mon avocat explique, effectivement, mais il voulait redémarrer à zéro avec son ancien associé, qu'on lui donne une deuxième chance, c'est une liquidation amiable, hein, qui est dans, il n'y a pas eu de vente aux enchères, rien. Ils ont accepté liquidation amiable, que je puisse redémarrer à zéro. Ils m'ont donné une deuxième chance. Parce qu'il y avait un lien avec l'ancien associé qui était le repreneur. Donc là, on est dans ce qu'on appelle, là, on est dans un schéma de tromperie des juges. D'accord? C'est-à-dire que les juges ont considéré que c'était étonnant que tu abandonnes ton compte courant de 150 000 euros. Hein? Donc, ils s'étaient étonnés que tu sois en liquidation, mais comme on a fait comprendre qu'il y avait une forme d'affect, une amitié qui allait renaître dans la nouvelle remise en place de la discothèque, tout le monde a cru cette affaire-là. Tout le monde a cru cette affaire-là. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc maintenant, ce qu'il faut que tu précises, c'est qu'est-ce qui s'est passé une fois. Alors déjà, une première chose qu'on va annoncer, que les spectateurs, que les gens de TVADP doivent découvrir, parce qu'on va leur faire comprendre, il faut leur faire comprendre de combien quel a été le montant qui a permis à ton ex-associé de racheter la société. Il l'a racheté pour combien? De reprendre le fonds de commerce. Oui, il l'a repris. On a créé une nouvelle société après. Oui, le fonds de commerce, il l'a repris pour combien? Alors, 5 000 euros la licence et 15 000 euros le fonds, le tout pour 20 000 euros. Donc voilà. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Parce que là, ce monsieur-là, on peut donner son nom maintenant au repreneur? Bah, assumez-vous votre responsabilité, Christophe. Moi, je préfère parler X, je ne veux pas citer de nom.
Alors, moi, je vais le donner. Il s'appelle Mirko Bieli, si je ne m'abuse. D'accord? C'était ton ancien associé pendant des années. La question que j'ai posée tout à l'heure, c'était est-ce que quand vous étiez associés tous les deux dans l'exploitation de la discothèque Le Rétro, est-ce que Mirko Bieli avait déjà des discothèques ailleurs? Ben oui, je viens de les rémunérer. Hein. Il y Mais a est-ce que donc comment? le rétro à Strasbourg, Je pose bien la question. Luxembourg, Genève. Donc, il les avait pendant que vous étiez associés. Il les avait Bien déjà créés. entendu. D'accord. Donc, il connaissait bien le métier. Donc, ça veut dire que s'il Ah oui, avait c'est un professionnel. Non, non, il sait faire. donc ça veut dire qu'il avait du fric. S'il avait voulu racheter sa boîte au lieu de la mettre en liquidation, il pouvait le faire. C'est déjà la première des choses qu'il faut comprendre. Maintenant, ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que si lui, il a racheté l'entreprise, le fonds, la licence 4 avec pour 20 000 euros, faut que les gens ils sachent une chose importante, c'est qu'en 2008, quand il t'a vendu ses parts, ses 50% de parts, il te les a vendus 100 000 euros. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que la société à minima, 100 000 euros pour 50%, ça voulait dire qu'elle valait minimum 200 000 euros. Et toi, dans cette affaire-là, tu as été obligé de mettre en plus dans ton compte courant 150 000 euros pour faire les travaux et la mettre à jour. Résultat des courses, non seulement tu lui donnes 100 000 euros, 100 000 euros, tu es obligé de mettre 150 000 euros de ta poche pour pouvoir mettre les travaux, il sait tout ça, et lui, quand il te reprend, il rachète la boîte de 20 000 euros. Ça s'appelle prendre les gens pour des cons. Mais mais oui, Joël, faut être clair. Pour moi, ça s'appelle de l'escroquerie organisée. D'accord? Donc, j'ai pas peur des mots. Moi, je l'ai dit. Je connais ces gens qui fréquentent les tribunaux de commerce. Mais lui, c'est pas un rapace. Il y a des rapaces dans les tribunaux de commerce. Il y a des rapaces et il y a des gens qui sont en complicité. Là, ce que je peux dire, c'est que il avait 3 discothèques. Il gagnait beaucoup d'argent. Il te sait en difficulté. Il a été ton ancien associé. Et au lieu de t'aider à faire survivre ta société, il t'oblige à la liquider pour la racheter une misère. C'est ça l'organisation. Maintenant, toi, tu as subi la vente de l'entreprise 20 000 euros. D'accord? Mais jusqu'à preuve du contraire, je crois bien que tu n'étais pas d'accord sur ce montant-là. Est-ce que tu étais d'accord C'est pas que 20 000 euros? Est-ce que tu étais d'accord qu'elle soit ben, moi, vendue? je l'ai pas su, moi, les 20 000 euros. Voilà, attends, Moi, non. quand Voilà. Pourquoi tu n'as pas su? parce que il y a une ordonnance qui a été envoyée, qui a été envoyée chez mon père, hein, puisque ma mère était pas bien, donc moi, j'étais chez mes parents après, ouais, tout près d'eux. L'ordonnance a été envoyée chez mon père du juge commissaire. Il n'y a pas eu La seule chose, quand j'ai vu le mandataire, c'est quand il y a eu le jugement amiable, le mandataire m'a donné rendez-vous chez lui, puisque j'avais déjà vu avant. Je suis allé chez lui, chez le mandataire. La seule chose que je sais, enfin, ce qui s'est passé, il m'avait dit qu'on ferait une belle équipe, moi, avec mon ancien associé, qu'on ferait une belle équipe. Voilà, et puis je suis donc rentré chez moi, mais on n'a jamais discuté de prix. Le juge commissaire aurait dû me convoquer, vous demander mon accord au prix soit à 20 000 euros. Il l'a jamais fait. J'ai jamais vu le juge commissaire. Pourtant, il était présent au tribunal de commerce. Donc Et ce là, juge commissaire, je l'ai jamais vu. donc la valeur de 20 000 euros, elle est née de qui et de quand? C'est simplement. Ah, ça, je sais pas. Alors, c'est pas, alors ça, alors, les 20 000 euros, moi, je l'ai su. Mon père, comme il était malade et tout, il a signé le recommandé à ma place. C'est une ordonnance, ça s'appelle. Et tu as 10 jours. Je parle que de l'ordonnance. Je parle même pas de l'offre d'achat, là. L'ordonnance, tu as 10 jours pour dire si tu es d'accord ou pas. Mais moi, cette ordonnance-là, je l'ai pas eue. Et il l'a envoyé le 28 décembre. Et mon Oui. père, bon, avec tous les téléx, les journaux, tout ça, il n'avait pas pensé il n'a pas donné ce courrier, mais il avait signé lui, il n'avait pas procuration. Et quand il me l'a donné, c'était fin janvier. Donc d'accord. Donc là, il y a eu un passage bête et méchant qui permet pas d'avoir le droit pour le droit. C'est-à-dire que Mais, la chose qui s'est faite, le droit n'a pas été respecté, on ne te l'a pas fait à toi, d'accord?
Donc, ça veut dire qu'on est en contradiction même du droit légal de ce qu'aurait dû être fait. Maintenant… Ben, à l'époque, Christophe, ouais. excuse-moi, à l'époque, il y avait quand même deux juges d'instruction que je présente aux deux juges d'instruction mon respect, parce que le juge d'instruction, à ce sujet-là, justement, de l'ordonnance que je n'ai jamais eu, que j'ai eu beaucoup trop tard, il a fait contrôler si c'était ma signature ou celle de mon père. Ils ont fait leur enquête de leur côté et ils ont vu que c'était bien signature de mon père. Donc et là, ils voulaient convoquer mon ex-associé et ce monsieur mandataire pour les mettre en IPC, mise en examen. D'accord. Alors là, on aborde le début d'une sale affaire, parce qu'on va s'apercevoir que ton affaire, c'est une sale affaire, avec on va dire, une forme d'escroquerie organisée, parce que c'est pas fini, les gens vont découvrir, on a encore le temps, hein, on va continuer. Là, on abordait bien la méthode qui s'est mise en place. Quand on vend 20 000 € une entreprise, alors qu'on a fait déjà à minima plus de 150 000 € de travaux, qu'on a en plus racheté des parts pour une somme de 100 000 €, donc qui donnait à minima le fonds de commerce à valeur de 200 000 €, on est bien sur une base de l'escroquerie et de détournement de fonds. D'accord? Mais c'est une captation de tes propres fonds qui a été fait. Alors, est-ce que le mandataire, il était complice à l'origine? On va le mettre pour l'instant entre guillemets, parce qu'on ne sait pas trop. La chose qu'on peut savoir, et la chose qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, il y a un acte de vente qui se fait et qu'on rédige pour vendre le fonds de commerce 20 000 € à ton repreneur qui s'appelle Mirko Bieli. Mais le repreneur, en fait, va être une société, si je ne m'abuse. Est-ce que tu peux donner le nom de la société? Ils ont créé une nouvelle société qui s'appelle la SARL Java. Donc, il y avait 15%, à peu près 25% son petit-fils qui a pris 25%. Oui. Et les autres 60%, c'est une société luxembourgeoise, la société SA Exfiro. Oui, mais attends. Oui, mais là, au Luxembourg. Oui, mais attends, c'est la société qui appartient à Mirko Bieli, donc c'est Mirko Bieli, en fait. Ben, c'est une société anonyme, oui. Oui, voilà, mais attends, bon, il l'a mis au Luxembourg, on sait pourquoi, et si c'est la société n'est pas tombée du ciel, c'est sûr. Non, mais bon, alors, s'il a mis son petit-fils, c'est que c'est bien lui qui a le reste, hein, faut pas prendre les gens pour des cons. Donc, même s'il prend une société avec un autre nom. Donc là, les gens, faut bien qu'ils comprennent que le repreneur, c'est bien Mirko Bieli par le biais d'une autre entité. Hein? Donc ça, c'est la réalité. Pourquoi? Parce qu'il est bien obligé de camoufler qu'il n'est pas là pour pas montrer qu'il t'a escroqué. Ça me paraît évident. Non, t'es pas d'accord avec moi? Alors, je vais te donner des éléments plus concrets, parce que là, je sens que tu es un peu déstabilisé dans ma forme d'accusation. Mais c'est normal. C'est normal. Donc là, tu as quoi? Tu as pour l'instant subi la première phase, c'est qu'on t'a bradé ta boîte. Mais la deuxième chose, c'est que la promesse ou l'entente qui aurait dû te permettre d'être associé avec l'exploitation, ben là, on t'a éjecté complètement. On t'a éjecté. Tu fais plus partie de rien. Non, mais pas tout de suite, Christophe. Oui, pas tout de suite. Tu vas donner un détail. Oui, pas tout de suite. Il fallait quelque chose d'important. Pas tout de suite. Oui, non, pas tout de suite. Alors, effectivement, j'ai donné un peu préparé l'ouverture. Les gens étaient tous informés, pensaient qu'on allait redémarrer ensemble. Mais moi, je ne savais pas ce qui se passait là, je me suis rendu compte. Après seulement, il y a une enquête quand même là-dessus. Ils ont attendu le passage de la commission de sécurité. Ah bah oui, je me souviens que tu m'avais envoyé un document. Ils avaient été contents de t'avoir. Parce que je crois que ils t'avaient même fait une certification avec un document où c'était toi qui avais passé le diplôme de sécurité, si je ne m'abuse. Il y avait les contrôles d'extincteurs et tout. Je me suis reformé là-dessus. C'est toi qui as eu la formation, en fait, parce que tu m'avais envoyé un document où c'est ce document-là qui dit que c'est toi qui as passé la formation. Oui, c'est bien ça. Mais le problème qu'il y a, c'est que
Mais le problème qu'il y a dans cet immeuble, et moi, j'ai pas capté ça au début non plus, j'étais pas bien, bon, voilà. Euh, il y a des passages communs dans cet immeuble, parties communes. Oui. Et sur les parties communes, on n'a pas le droit d'annexer les parties communes à titre exclusif, privatif, pour exploiter un commerce. Il faut Alors, l'accord de la copropriété. alors là, attends, parce que là, ça y est, on commence à aborder un sujet qui va être gravissime, d'accord? Ça veut dire que l'acte de vente tel qu'il a été fait, il est passé par un acte notarié. Oui. Donc, ça veut dire que si l'acte notarié, il a été passé, il n'a pas respecté la loi, c'est-à-dire on vend le fonds de commerce sans tenir compte d'une contrainte qui est légale, d'accord, qui est le passage du lieu commun. Partie Et commune. toi, Oui. et toi, les gens, faut qu'ils comprennent que pourquoi il y avait un passage commun, c'est parce que toi, non seulement tu étais gérant de la discothèque, mais à l'étage du dessus, tu étais propriétaire ou tu es propriétaire d'un appartement que tu habites. Il faut que les Oui. gens comprennent ça, que Oui. tu es propriétaire d'un appartement que tu habites. Et par le biais du passage commun, tu as l'accès à ton appartement. C'est ça. C'est bien ça, oui. Oui, Christophe. Donc, voilà. Donc là, alors je ne parlerai pas de tous les investissements que tu as fait, parce que je vois quand on Non, mais vend, quand, Christophe, tu m'excuses, mais ce qui n'était pas correct, que je trouve pas bien, alors, c'est qu'ils ont attendu l'avis favorable de la commission de sécurité. pour Quand te il l'a foutre dehors. obtenu, j'étais présent. Ouais, Là, encore une fois, j'ai les preuves, j'étais bien présent. ouais. C'est bien dit, tout le monde était là, la mairie de Forbach, tous les gens qui font partie, le représentant de la sous-préfecture et tout. Alors, comme ils ont vu que j'étais là, ils ont Voilà. donné leur avis favorable à cause des parties communes. Il fallait un agrément, un accord pour ça. Il fallait demander une extension sur le règlement de copro pour exploiter sur les parties communes. Que avant, c'était mes propres nuisances et j'avais donné une autorisation. D'accord. Donc Et là, une fois que la commission de sécurité a donné son avis favorable, ben, quelques jours après, il a changé les serrures et j'étais dehors. voilà. Donc, vous voyez, là, faut que les gens comprennent bien que là, il y a une deuxième arnaque qui est importante, c'est qu'on t'a fait croire que tu allais réintégrer la société qui était rachetée par ton ex-associé. Alors, non seulement il te fait une forme d'escroquerie, mais absolue, parce qu'il t'a racketté ton fonds, on t'a racketté tes investissements, donc ta partie de ton compte courant, tes investissements où tu avais fait plein de choses nouvelles. Il t'a racketté les 50% de parts, parce que c'était un racket, ça, à mon avis, hein, d'accord, qui t'avait vendu 3 ans avant. Et là, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui a dû proposer la somme au mandataire, parce que le mandataire ne l'a pas inventé. C'est, à mon avis, Mirko Bieli qui lui a donné le montant qu'il allait mettre. C'est à peu Ben, près. ils ont parlé d'un accord tacite Oui, oui. Donc, fabriqué de toutes pièces. Moi, je jamais parlé de bon, prix. allez, on va dire. Moi, je te dis que j'ai pas la certitude, mais je pense que l'intelligence du repreneur, c'était lui qui fixe la somme. D'accord? C'est souvent ça. Et le mandataire, dans la complicité, va dire oui. Mais, 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 peut-être que le mandataire, il pensait que le prix était bas parce que comme tu allais avoir la moitié de la société, il a peut-être fait croire au mandataire que tu aurais 50% de la société qui reprenait. Mais pas du tout. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Il t'a exploité pour avoir, après, l'autorisation et l'agrément. L'agrément. Et une fois qu'ils ont eu l'agrément d'exploitation, la fameuse visite de et l'accord de la commission de sécurité. voilà, l'accord de la commission de sécurité, on t'a fait disparaître du circuit. C'est-à-dire que tu avais servi, on t'a serré comme un citron, mais l'affaire n'est pas finie. L'affaire n'est pas finie parce que toi, derrière tout ça, tu vas engager des procédures, plein de procédures. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, on est en 2022, combien tu as eu d'avocats dans ton affaire, dans la suite? Parce que il faut que les gens comprennent que la suite de ton affaire, ça a été dans un premier temps te battre pour la valeur du fonds qui a été vendu, mais qui a été bradé. D'accord? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est l'extorsion, l'escroquerie
la captation par, on va dire, par stratégie de l'appartement qui est au-dessus de la discothèque. Alors, on va en parler un peu après, mais d'un côté, on a un notaire qui s'associe avec le mandataire. Alors, est-ce qu'on peut dire que le mandataire qui s'appelle, allez, je dis son nom, hein, tu veux bien que je donne son nom? Il s'appelle Bernard C'est ta Lotte. responsabilité, Non, hein. non, 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 il Moi, je s'appelle. me dégage de cette responsabilité, Non, Christophe. mais je sais bien, mais moi je peux dire, j'ai des preuves, alors je vais dire quelque chose d'important, je peux l'accuser, C'est par toi qui exemple, prends la décision, hein. je prends la décision. Moi je travaille avec des amis, je travaille avec des gens qui sont ce qu'on appelle, entre guillemets, des lanceurs d'alerte. J'ai donc la chance d'avoir des documents, j'ai la chance, je peux même citer le nom d'une personne qui est là ce soir, qui va peut-être, d'ailleurs je remercie, il est peut-être en train de nous regarder ce soir, il s'appelle Didier Julien Garofalo. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce nom-là. C'est celui qui détient le fichier de tous les francs-maçons de France. Un fichier de 160 000 personnes. D'accord? Donc, j'ai pas honte de dire que si le mandataire Bernard Lotte, qui a sa plaque professionnelle au-dessus du notaire qui s'appelle Kars Ledy, d'accord? Les deux plaques étaient l'une au-dessus de l'autre, ils travaillaient dans le même bâtiment. Dans le même bâtiment. Sur la chaîne où j'ai parlé de toi, j'ai une chaîne sur Internet. Bon, là, je vais faire une petite publicité pour mon association. La chaîne YouTube s'appelle Morpheus Ethica. Pour la traduction, Morpheus, c'est le rêveur, et Ethica, c'est l'éthique. Donc, je suis un rêveur d'éthique. Excuse-moi, mais c'est comme ça. Il y a des éléments qui te concernent. Il y a des playlists qui concernent ton affaire. Donc, si les gens ont envie d'aller voir des choses que je publie dans ce que j'accuse là, ou dans ce que j'exprime là, c'est que j'ai la certitude qu'on aura du mal à m'attaquer moi dans ce qu'on appelle des contre-vérités. Moi, j'ai des documents factuels et j'ai la preuve. Alors, je remercie mon ami Didier Julien Garofalo qui m'a fait savoir dans ses listings, que M. Bernard Lotte est un franc-maçon, que Kars Ledy, la notaire, est aussi un franc-maçon dans la même loge que le mandataire. A priori. Alors peut-être que c'est peut-être une autre loge, mais en tout cas, ce qui est drôle, c'est qu'ils logent à la même adresse. Donc déjà, c'est une certitude. Hein? Donc voilà, donc ça déjà, ça va te donner une approche qui a certaines complicités. Alors là, Christophe, oui. Oui, alors là quoi? Je vois que toi, que tu ne tires pas, mais c'est sous ta responsabilité, encore une fois. Écoute bien ce que je veux vous dire, c'est que toi, tu tires pas avec un pistolet sur un char et que tu as une colonne vertébrale et tu assures ta responsabilité. J'assure mais alors, pour parler de cette image-là, moi, je te raconte pas des chinoiseries. D'accord? Donc, ce que je te dis là, c'est que j'ai eu la preuve et je peux avoir les documents. On me les met à disposition. J'ai même le privilège d'avoir un écrit de monsieur, mon ami, Didier Julien Garofalo, qui me dit que je peux donner son nom. Et lui, il me communique des documents, des adresses, je peux savoir. Et tu vas découvrir qu'il y a d'autres noms qui vont rejoindre la liste que je viens de te donner, que j'ai ouverte avec le mandataire et avec le notaire. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que au-delà, parce que moi, la franc-maçonnerie, j'ai rien contre à partir du moment où elle respecterait des règles, d'accord? Des règles qui sont instituées par notamment les constitutions d'Anderson. Encore faut-il qu'ils ne violent pas leurs propres articles de constitution, ce qu'ils font tout le temps. Et là, j'ai d'autres éléments pour le dire. Donc là, la stratégie la stratégie qui a été mise en place, au-delà de te piquer ta discothèque, en la bradant à un ami, avec une forme de corruption, comme tu vas avoir plein de procédures. Est-ce que tu peux dire, par exemple, combien tu as eu d'avocats au total dans ton affaire? Le nombre. Alors, j'en ai eu une trentaine, mais qui ne m'ont pas défendu. C'est-à-dire, dès que je transmettais les éléments, ben, ils se sont sauvés. Ils ont dit, ils ne prennent pas le dossier. Donc, voilà. Il y en a deux, trois qui étaient francs, qui m'ont dit, nous, on ne s'attaque pas à un mandataire.
Voilà. Donc, J'en ai eu 4 après officiels qui ont bien voulu prendre le dossier. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Voilà. Donc, ils m'ont lâché à mi-chemin. Alors là, il faut bien comprendre que si tous les avocats qui ont voulu prendre ton dossier ne l'ont pas suivi, c'est qu'il y a une raison. Ils ne sont pas capables de s'attaquer à la franc-maçonnerie. C'est ça la réalité. Ben, il y en a un particulièrement dont encore une fois, je peux le prouver, le démontrer, de Strasbourg, un avocat de Strasbourg, très connu sous la place de Strasbourg. Je lui ai transmis les dossiers, les choses comme ça. Je lui ai versé une certaine somme. J'ai plus de nouvelles. Je l'ai appelé. J'ai compris qu'il m'a fait tourner en rond. Voilà. Je suis allé le voir la première fois. Il m'a demandé vous êtes qui? J'ai dit écoutez, maître, mais moi je vais renouveler mon dossier. J'ai pas le temps. Alors, il a fait comme s'il me reconnaissait pas. Il m'a fermé la porte au nez. Alors, écoute, c'est important parce que là, j'ai un dossier, un document là. Voilà. Là, j'ai un document qui est intéressant. Tu sais ce qu'il y a écrit sur ce document-là? Il y a marqué requête de dessaisissement. Et tu as la chance, le 21 février 2018, d'avoir, par le biais du procureur général de Metz, enfin, c'est l'avocat général, hein, mais l'avocat général travaille avec le procureur général. Donc, c'était sur la demande du procureur de la République de Sarreguemines. Ça se retrouve donc à Metz. Et qu'est-ce qui décide? Qu'est-ce qui décide dans ces 2 pages? Je lis simplement la première phrase. D'accord? La première phrase. Le 24 janvier 2018, le procureur de la République de Sarreguemines a présenté sur le fondement de l'article 665 du Code de procédure pénale une demande de dépaysement d'une information judiciaire suivie du chef d'abus de faiblesse à l'encontre de Bernard Lotte, mandataire judiciaire à Sarreguemines. C'est qui écrit ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bernard Lotte a une influence extraordinaire, puissante, avec des degrés que tu n'imagines même pas. Mais, toi, tu es dans une région qui s'appelle la Lorraine. Et le dépaysement, il va être mentionné pour partir dans une autre région qui est juste à côté de la tienne, qui s'appelle l'Alsace. L'Alsace a une particularité. Elle a une école d'avocats à Strasbourg, dont je tairai les mécanismes. Mais un jour, j'inviterai Didier Julien Garofalo pour qu'il nous parle de ce qui se passe sur Strasbourg. D'accord? Notamment des avocats, plein d'avocats qui sont des francs-maçons. Notamment celui qui aura défendu ton propre repreneur contre toi. Tu veux que je donne son nom? Sur ta responsabilité, j'aimerais bien le savoir, mais c'est sur ta responsabilité. Il s'appelle Francis Metzger. Tu vois, je te donne son nom. C'est aussi un. Comment, pardon? Francis Metzger. Ça te dit quelque chose? C'est son avocat de la partie adverse. De monsieur Mirko Bieli. Donc là, tu te retrouves donc dans des mécanismes où ils se protègent entre eux. Ils ont une forme de. Ils se prêtent serment entre frères et sœurs et ils n'ont pas le droit de se nuire entre eux. Et toi, tu es un justiciable qui passe à la trappe. C'est ça la mécanique. Donc là, l'erreur du. Autant la requête de dépaysement, de dessaisissement et dépaysement, qui est passée après à la Cour de cassation, parce que ça a été accepté par la Cour de cassation et ils ont demandé. J'étais Strasbourg, première instant. Bon, ça a remis des saisies. Voilà. Donc, et là, Strasbourg, Colmar. Voilà. Donc, ça veut. Oui, après cassation. Voilà. D'accord. Et là, tu découvres quoi? Tu découvres que le document de dessaisissement et de dépaysement, au lieu de sortir simplement de la Lorraine pour partir en Alsace, il aurait dû sortir de la région Grand Est. Parce que l'influence de Bernard Lotte, elle est aussi très puissante puisqu'il fait partie d'une loge a priori à Strasbourg. Donc ça veut dire quoi? Que son lien, même si le procureur avait reconnu qu'il avait de l'influence, puisqu'il le reconnaît là, s'il y a une acceptation du dépaysement, la seule erreur qui a été faite, c'est de rester sur la grande région de l'Est. Donc là. Oui, mais vous dites ça à moi, c'est. Non, mais je te dis, mais moi, je prends les décisions. Hein. Je suis là pour le dire. Parce qu'après, on rentre quoi?
on rentre dans un cheminement de procédures, de recours, qui servent strictement à rien, à part dépenser de l'argent avec des avocats qui, à un moment donné, finiront par plus te défendre. Ou qui Tu sais, Christophe, permets-moi de te couper 2 minutes, s'il te plaît. J'aurais bien être aimé auditionné par la juge de Strasbourg, mais elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait. C'est son droit, c'est son droit. Donc je regrette. Oui. Après ça, avec ce que tu viens de m'expliquer là, Christophe, j'ai perdu Strasbourg, Colmar, cassation. Voilà. Je sais que la justice est valable, mais moralement, je suis choqué. Ben, là, tu vis vraiment ce qu'on appelle le trafic d'influence. C'est le trafic d'influence. Je ne sais pas, mais tu sais qu'un jugement est valable. Mais bon, mais moi, tu sais quand je peux rien faire. Dans les procédures de liquidation judiciaire, entre les procédures qui sont des fois à l'amiable, qui sont normalement pour être rapidement élucidées, eh ben après, tu as plein de travers. Tu as des choses des fois qui peuvent partir très très bien, où on te fait croire, d'accord, et qui s'enclenchent très très mal. Pourquoi? Parce que derrière, tu as des profiteurs. Et je le sais, je gère ce genre de conflit depuis plus de 15 ans. J'aurai d'autres témoignages sur TVADP dans l'émission que j'ai mis en place parce que je veux donner la parole à des gens victimes comme toi, mais je veux expliquer les mécanismes. Ce qu'il faut que les gens comprennent maintenant, c'est que toi, si tu as perdu la discothèque, le plus grave qui va y arriver derrière, c'est ceux qui ont racheté les emplacements et qui ont un projet de... si tu veux, Christophe, mon associé, au départ, il n'a pas exploité, il a fait l'ouverture. Les gens sont venus, ils ont vu que j'étais plus là, quoi. Bon, déjà, l'inventaire, le PV dressé par un huissier, attends, l'inventaire de la discothèque, 2680 €. Oui, mais alors, c'est qui? C'est le huissier qui a fait ça? Un huissier, oui. Oui, mais un huissier. Et j'étais pas présent. Je n'étais pas présent. Parce que si je me rappelais du nom, je l'aurais donné, parce que c'est une horreur. Quand tu as une discothèque avec tes plans et tes bilans annuels depuis des années, où tu as une moyenne de stock de plus de 20 000 € d'alcool par an au bilan, ça me paraît évident que c'est des escrocs. Ou alors il ne sait pas faire un inventaire. Est-ce qu'il était venu sur place pour faire l'inventaire? Alors il est venu sur place, moi j'étais pas là. Oui, et j'avais encore une secrétaire, j'avais encore une personne qui travaillait à l'époque chez moi à l'étage au-dessus, j'avais un bureau. Ouais. Il a sonné en bas, l'huissier. Moi, j'ai pas eu de courrier comme quoi il venait. Ouais. Et elle lui a ouvert. Et puis le gars a fait son inventaire. Oui. Donc, et après, le mandataire m'envoie 3 semaines après une mise en demeure, sinon il m'assigne pour le procureur, d'appeler le huissier pour qu'il vienne faire l'inventaire. Non, mais bon, là, on est dans de la tromperie, c'est pas grave, c'est des chiffres qui sont faux. Ensuite, ce qu'il y a, Christophe, pour un peu plus vous éclaircir ce qui se passe dans cette histoire-là, c'est qu'au lieu d'exploiter, mon associé, il a loué la discothèque en location-gérance à 8 500 € hors taxe, mais il s'est aperçu qu'il n'avait pas le droit de le faire parce que c'était une reprise de liquidation. Il a abandonné sur paru vendu la location. Moi, j'ai pas vu ça a été fait dans mon dos. Je dis par la suite, 8 500 € hors taxe. Et après, il existe un compromis de vente. Il avait un directeur qu'il a évincé, qui a été utilisé. Bon, le directeur, je vais donner son nom parce que il m'en voudra pas. C'est monsieur Éric Husser, qui est de Strasbourg. Alors lui, il a été évincé. Ils ont ouvert la discothèque. Il a évincé pourquoi? Parce qu'il a fait un compromis de vente avec une personne qui devait éjecter ce Husser Éric, parce qu'apparemment, d'après ce que monsieur Éric Husser m'a dit, il voulait de l'argent. Monsieur Éric Husser, il a dit non, moi je vais être directeur. Bon, ben voilà, il a refusé. Il a fait un compromis de vente à une autre personne du coin de Thionville pour une somme que je ne vais pas dire ça maintenant en public. Et voilà, et donc c'est un autre qui a repris le relais, c'est-à-dire à 8 500 pour 20 000 €. 8 500 € de location, gérance, et après une vente à une certaine somme. Alors, donc, compromis de vente.
on est dans de l'intrigue financière, d'accord? Et on voit bien qu'il a tout fait pour gagner de l'argent sur ton dos, ça c'est clair, net et précis. Il a gagné de l'argent sur ton dos, d'accord? Maintenant, ce qu'il faut que les gens comprennent, parce qu'il nous reste encore quelques minutes, hein, donc tu te rends compte, ça fait déjà presque 1 heure qu'on parle. Donc, mais je voudrais accélérer l'information sur une chose qui est très importante. Parce que ton préjudice, au-delà de la braderie de ta discothèque, qui a été bradée, allez, à une valeur, bon, on rappelle, 20 000 euros, on donnera des images, les gens qui veulent aller voir ce qu'était ton univers, ils vont sur la chaîne YouTube de Morpheus Epica, ils vont voir toutes les images. Ils en auront plein. Il y a je ne sais pas combien de photos, de vidéos qui montrent ton endroit. Mais pas que ça. Ils montrent aussi des traces et des preuves d'éléments et de preuves factuelles de ce que tu as vécu. Maintenant, il y a un volet qui est important et qu'il faut qu'on éclaire les gens, c'est que au-dessus de la discothèque, tu as ton appartement personnel. Et ton appartement personnel, tu ne l'habites plus depuis combien d'années? Ben, depuis le mois d'octobre l'année dernière, avant, on me laissait un peu, on me laissait passer. Et ce qu'il y avait dans les parties communes, c'était une catastrophe. Ils ont exploité pendant 3 ans, je ne pouvais pas y aller. Tout ça, il y avait balles de baseball, il y avait du sang dans les murs, des sacs de poubelle, des mégots. Tout ça, ils l'ont fait volontairement, à mon avis, parce que je ne pouvais pas y habiter, je ne pouvais pas louer, je ne pouvais pas le vendre. Donc, et ça a duré combien d'années? Ben, les 3 ans, quand eux, ils ont exploité. Et après, ça a continué. Ça a continué avec la copropriété. Ils ont laissé, ils n'ont pas mis d'orgue là-dedans. Donc, attends. Et là, depuis octobre l'année dernière, on m'interdit de rentrer chez moi. On a bloqué la porte de l'intérieur. Je ne peux plus rentrer chez moi. Donc, alors, moi, je pose une question brute pour que les gens comprennent. Tu as été liquidé en 2013, c'est ça? C'est ça, 2013. Dans le 24 juillet 2012. 2012. Mais ce qu'il y a dans cette affaire-là, tu poses une bonne question, c'est que le tribunal de la Chambre de commerce de Sarreguemines avait donné un délai de 3 mois pour la vente amiable. Au bout de 3 mois, s'ils sont dépassés, il y aura une vente aux enchères. Mais le notaire, il a fait tout un micmac, ça n'a pas été fait en temps et en heure, tout a été combiné, quoi. Ils n'ont même pas respecté les 3 mois. Donc, mais là, il y a un parce que le tribunal m'a donné une deuxième chance que je puisse redémarrer. Ça n'a pas été respecté. Mais je te dis que tu es tombé dans une intrigue. Donc, ça veut dire que là, pour l'instant, depuis que tu as été liquidé, tu as habité, là, c'était en 2012, on est en 2022, soit 10 ans. Sur les 10 ans, ouais. Tu as habité ton appartement combien d'années sur les 10 ans? Ben, fini depuis 2013, terminé. Depuis l'ouverture de la discothèque, parce que la discothèque, elle a ouvert le 2 novembre 2013. Alors, je dis ça pourquoi? Ça a mis presque 1 an. Je dis ça pourquoi? C'est très simple. C'est comme tu avais un appartement qui était au-dessus de ta discothèque, d'accord? Que c'était ton lieu d'habitat. On t'oblige à aller habiter ailleurs, on t'oblige à louer ailleurs, on t'oblige à dépenser de l'argent ailleurs, ce qui t'empêche de payer ton prêt pour solder ton appartement, et c'est une mécanique pour pouvoir te racketter ton appartement. Là, tu vas te retrouver avec un conflit sur le prêt que tu ne peux plus payer, une dévalorisation de cet appartement qui va aller à qui, à ton avis? L'appartement, il faudra regarder l'immeuble, qui en est propriétaire, qui en était propriétaire dans la collectivité, qui maintenant est propriétaire de l'essentiel des biens, et tu vas comprendre que la mécanique, elle est en complicité. Leur objectif, si on t'empêche d'aller dans un appartement, c'était pour t'empêcher de le vendre, pour t'empêcher de le louer, et pour t'empêcher de pouvoir payer le prêt que tu avais encore sur cet appartement-là. C'est une forme de raquette, mais en tout état de cause, tu vas perdre ton appartement par une mécanique de salopards qu'auront mis en place une manière de t'empêcher de pouvoir solder tes prêts.
Je tenais à le dire parce que, au-delà d'avoir perdu ta discothèque, tu vas perdre aussi dans les prochains mois ça m'étonnerait qu'un juge puisse intervenir dans ton dossier à ce niveau-là. Tellement il y a de l'intrigue et tellement il y a, on va dire, d'ondes négatives qui travaillent en communauté. Donc là. Ah, ça, je le vis. Hein. Alors, ça, je le vis. Je le vis. Hein. D'accord. Donc, Joël, là, pour l'instant. C'est pas normal. C'est pas normal comme laisse depuis un an pas rentrer chez moi. Alors, je tenais à préciser, il y a plusieurs plaintes qui ont été déposées. Pas une nouvelle. C'est comme à l'époque, le juge d'instruction de Sarreguemines a fait faire auditionner, il y aurait dû mon père, mais il est juste décédé avant, donc ils ont auditionné ma sœur et mon frère. Moi, je me suis rendu plusieurs fois au juge d'instruction à Sarreguemines pour prendre des nouvelles, parce que je voyais que ça traînait quand même. Les deux auditions de mon frère et de ma sœur sont restées dans un tiroir au commissariat de Forbach pendant 8 mois. Voilà. J'ai dû prendre rendez-vous chez le commissaire qui a bien voulu après me recevoir. Parce que quand j'allais voir l'OPJ, on me disait qu'il n'était pas là. Après, il était au ski, il n'était jamais là. Alors, j'ai fait un courrier au commissaire de police à Forbach à l'époque. Il m'a bien reçu. Et quand je suis allé le voir, il m'a dit oui, écoutez, ce matin, il l'avait en main, on l'a transmis au procureur de la République. Et là, je lui ai répondu, ben, monsieur le commissaire, ça vous permet de voir comment fonctionnent vos hommes. Donc là, Joël, on arrive à la fin de l'émission. On aura l'occasion sûrement d'en refaire d'autres parce que j'ai l'intention après de réinviter des gens que j'ai fait parler pour mettre en harmonie les dysfonctionnements. D'accord? Mais si tu avais un point final à donner aux auditeurs, aux téléspectateurs, dans ta procédure, les phases qui restent encore dans une forme d'espérance de justice, c'est quoi exactement pour toi? Bon, là, j'ai perdu, il faut quand même le préciser, j'ai perdu sur les 3 instances, hein. Strasbourg, Colmar, Cassation. Comme j'ai dit tout à l'heure, je sais que la justice est valable, mais moralement, je suis choqué. Maintenant, j'espère qu'un juge d'instruction, ou, bon, je ne veux pas le dire sur votre plateau ou à l'antenne, qu'un juge d'instruction au niveau de la justice, quelqu'un rouvre ce dossier et qu'il reprenne ça en main. Écoute, Joël. Et je tenais également à ce que j'ai jamais pu faire, je voulais aussi le dire, je remercie tous mes clients, tous mes amis, tous ces gens qui ont eu des beaux moments dans cette discothèque à Forbach. Comme j'ai été mis à la porte après la commission de sécurité, parce que monsieur Eric Husseg a eu l'ordre de monsieur Belly en plus ils sont même rentrés chez moi dans l'appartement, de changer les serrures, je n'ai pas pu faire une soirée de dire au revoir, remercier la fidélité des clients qui m'ont plus jamais revu. Voilà, c'est une manière de faire, Joël. C'est comme ça qu'ils font quand on est dans une organisation, quand on est victime d'une organisation de cette. Ah, donc. Non, non. Donc j'ai oublié de couper mon téléphone. C'est Julien Didier Garofalo qui m'appelle. Je l'appellerai après, en fait. Hein, donc là, ce qu'il faut bien comprendre, Joël, Tu sais ce qui me reste à l'heure actuelle? Oui. Je vis dans les meubles de chez mes parents décédés. Oui. Il me reste que le chien. C'est tout ce qui me reste. Bon, écoute, Joël, moi, ce que je ferai, j'espère simplement que l'émission qu'on a faite ce soir te donnera quand même un peu plus de courage à continuer de te battre parce que c'est important d'avoir du courage de se battre. C'est très dur. Oh là là, les parcours. Je connais assez bien ton dossier. On aura l'occasion de refaire un volet plus tard sur la suite quand on abordera les conséquences de ce que j'ai abordé là tout à l'heure, car l'affaire de l'appartement n'est pas encore finie, hein, bien entendu, et on aura peut-être l'occasion de reparler ou de refaire une émission plus tard sur ce cas-là ou l'aboutissement des choses qui auront été mises à ton encontre. Voilà, en tout cas, moi, je te remercie d'être intervenu ce soir, d'avoir essayé de résumer au mieux, on va dire, comment dirais-je, les tenants et les aboutissants d'une liquidation judiciaire que tu avais voulu, mais que
par nécessité et derrière, on t'a escroqué, mais comme des... enfin, ça n'a pas de nom, j'arriverai même pas à trouver le nom, la bonne qualification. En tout état de cause, ce qui était important, c'est de le faire savoir. Et moi, je te réinviterai pour parler de la suite de ces événements-là, en te remerciant d'avoir quand même pris la parole et d'expliquer les tenants et les aboutissants de la suite de l'incident que tu as vécu dans ta vie. Voilà. Une liquidation. Tu sais, Christophe, je vous remercie quand même à toi et à la chaîne tvadp.fr de m'avoir tendu la main parce que je suis tout seul contre tout ce qui se passe en face de moi. C'est très dur. C'est très dur. J'en conviens et j'en sais quelque chose. Donc, et j'aimerais bien récupérer un peu mon honneur, ma dignité dans tout ça. Alors, l'alliance des combats. Une réparation de la justice, quoi, qu'ils reprennent les choses, en tout qu'ils revoient le dossier. Voilà, c'est à force de le dire, de le répéter et de le faire savoir aux gens. Une petite émission comme ça, à force de faire parler les gens, peut-être qu'on arrivera à modifier le comportement de la justice dans certains domaines et notamment dans la magistrature des tribunaux de commerce. Voilà, il faut le dénoncer. Il y a des actes qui sont des actes frauduleux. Il faut les dénoncer et on continuera de le faire. Je te remercie beaucoup, Joël, et je te souhaite une bonne fin de soirée. On se dit à bientôt, d'accord? Merci à vous aussi et je fais un coucou à tous les gens de la Lorraine. D'accord. Forbach, Beren, Sarreguemines et Saint-Avold. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Bonne nuit. Merci Joël. À bientôt et bonne suite. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.